Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français très toxique qui a fêté ses 30 ans plus tôt cette année, sorti en 1994, L'Enfer de Claude Chabrol. Je crois que c'est que le troisième que j'évoque sur la chaîne, j'avais fait Que la bête meurt et Le Boucher qui était déjà pas mal, voilà. Mais ici c'est autrement et c'est sur un scénario dans les Georges Clouzot. Ça peut surprendre quand on voit ça au générique au début parce qu'il était déjà décédé depuis un petit moment, mais en fait Chabrol reprend ici un tournage qu'il avait dû arrêter, Clouzot, 30 ans avant, 1964. Alors c'est amusant, parce que moi je parle de L'Enfer donc de Chabrol 30 ans après, et donc cette version a été faite 30 ans après, le film qui n'a jamais été conclu. Voilà. C'était Romy Schneider, qui était dans le rôle de la femme qui allait subir beaucoup de choses, et ici c'est Emmanuel Béard, qui est dans cette prestation terrible, puisque subissant et étant passive. Alors je crois que c'est d'ailleurs la seule fois, à l'époque en tout cas, que Béard apparaît dans le cinéma de Chabrol. Elle était plutôt chez un autre Claude, Sauté. Et donc, celui qui va la faire souffrir à l'écran ici, est interprété par François Cluzet, qui avait déjà joué chez Claude Chabrol et qui devait d'ailleurs, je pense, les premières gloires de sa carrière à ce cinéaste. Nous retrouvons également Marc Lavoine qui joue un playboy, voilà. Il y a aussi Nathalie Cardone, tiens, qui n'était pas que chanteuse, ou le regretté André Wims. Mario David aussi présent dans le rôle d'une sorte de cinéaste un peu bizarre là. C'est presque une sorte de Chabrol dans le film. Mais je reviendrai peut-être sur ce point, j'ai tellement de choses à dire que je vais oublier des choses comme d'habitude. Mais il s'agit d'un thriller psychologique absolument horrible, puisque se situant déjà dans un cadre remarquable. Déjà ça c'est un peu le piège, puisque nous allons suivre un aubergiste, enfin propriétaire d'une auberge, à qui tout réussit, qui s'appelle Paul Prieur, joué par François Cluzet. Seul petit problème, malgré le fait qu'il ait une épouse qui est super sympathique, même serviable, disons-le là pour l'époque, et qu'il ait eu un enfant avec elle. Le business va bien sur le papier, mais en fait il va développer une jalousie maladive, toxique absolue. C'est le pervers narcissique en composition que nous voyons là. Et forcément, il va faire souffrir donc son épouse, péter des plombs. Mais c'est assez subtil dans la construction et dans le crescendo. Et évidemment, c'est monté comme si il y avait ce faux suspense, parce qu'on peut imaginer où ça va nous mener. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans du cinéma un peu vénéneux, là, qui est ancré dans son époque, 1994. Aujourd'hui, vous voyez, on va prendre plutôt le point de vue de la victime, et c'est très important de le faire. Je pense par exemple à L'amour et les forêts, l'année dernière, donc de Valérie Donzelli, très bon film, que je vous conseille, et qui reprend un peu la trame, pas le même contexte, mais quand même, de Chabrol, enfin, de ce film-là, écrit par Clouzot, pour en faire une version, on va dire, moderne, mais importante. Parce que là, évidemment, on va se centrer sur le personnage de François Cluzet, sa folie, sa perdition et sa maladivité absolue qui va faire du mal. Il va lui faire du mal à sa femme, il va se faire du mal à lui aussi, enfin, c'est l'implosion totale, quoi. Et c'est vraiment très fort parce que Chabrol, il nous tient en haleine comme cela pendant 1h40. Et c'est du cinéma duquel on ressort un peu chamboulé, forcément. Qui a une construction narrative, alors linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flashback, c'est ce que voulait faire apparemment Clouzot un peu, mais qui joue avec le temps, et ça c'est important. Dès le début, sur l'introduction, c'est très étrange comme début d'ailleurs, quand tu y penses, tu as une sorte de... c'est pas un time-lapse, mais le temps est dilaté pour nous montrer donc la rencontre, les premiers moments voilà, où tout va bien pour lui dans le business, l'enfant qui naît, le mariage aussi forcément, donc la construction d'un bonheur, mais c'est fait de façon saccadée, dilatée, ça donne l'impression qu'il n'a pas pris le temps vraiment de goûter à ce bonheur et d'en profiter, et c'est peut-être aussi pour nous perdre et nous montrer que ce personnage, il a laissé filer ça, d'une certaine manière, y compris pour ce business où tout va bien, mais voilà, ça commence à peut-être un peu battre de l'aile, enfin il y a une anticipation là-dessus, parce qu'il y a d'autres aubergistes qui s'installent autour, il y a du monde, et en fait je crois que c'est quelqu'un qui est matrixé par le système dans lequel il s'est enfermé, un système d'ambition, de compétition, de bonheur en apparence, dans une forme de patriarcat global, et le mal toxique qu'il a en lui, ce mal masculin qui se construit comme cela, éclate à un moment où, de toute façon, c'était un peu inévitable. C'est le gars qui a tout donné pour sa réussite, mais en fait, il n'a jamais vraiment pu
se poser avec ce bonheur-là, et du coup, bah, voilà ce qui se passe. Et Chabrol, il joue là-dessus, après. Voilà, c'est-à-dire que même sur, on va dire, l'intrigue principale voilà, qui se passe sur quelques jours, il y a des moments où il y a des jump cuts bizarres, des petits fondus au noir dans un dixième de seconde, hein, qui nous fait passer à une scène d'après, on sent que c'est incomplet et tout, c'est très étrange. C'est justement parce qu'on est de la perception de ce personnage qui perd pied vraiment avec une linéarité de la réalité. Et donc oui, on brouille les pistes comme cela. Parce que oui, c'est vraiment voilà, un POV absolu donc, du toxique. Alors c'est très dur parce que par moments, Chabrol n'essaye pas d'excuser ou d'expliquer trop. Ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'à certains instants, on se dit on aimerait quand même plus avoir d'empathie pour la victime et qui se laisse faire, mais parce qu'elle ne voit pas les choses venir. C'est terrible dans des moments comme ça. C'est terrible. Malheureusement, les victimes ne s'en rendent compte que pas quand c'est trop tard, parce qu'elles peuvent réagir, et finalement, là, ça réagit aussi, hein, mais enfin, c'est quand même trop tard. J'en dis pas plus. C'est vraiment la différence avec L'amour et les forêts. Oui, l'empathie, quand même, tu finis par l'avoir vers la fin, parce que tu vois le visage décomposé d'Emmanuel Béard, qui est quand même rayonnante les trois quarts du temps, mais petit à petit, quand il y a la bascule qui se fait, et là non plus on le voit pas, parce que du point de vue du personnage de François Cluzet, lui il se rend pas compte. Enfin, il se rend pas compte. Il n'a pas envie de s'en rendre compte. Il est bloqué dans sa toxicité et dans sa psychologie qui est en train de se détruire. Mais nous, quand même, à la fin, Chabrol, il nous montre cela. Et puis évidemment, c'est construit presque comme un film d'Alfred Hitchcock, mais autrement, bien sûr. C'est l'influence numéro un. Et vous allez penser évidemment à ce genre. Ben déjà, dans L'amour et les forêts, c'était aussi ça. Vous pouvez penser à Verhoeven. C'est cinéma où, dans la psychologie, on sent que ça s'effrite. Et même la musique, alors là pour le coup, bon, Hitchcock, on va y penser ou pas, comme vous voulez, ça c'est pas grave. Mais dans la musique, oui, pour le coup, c'est un peu c'est pas du Bernard Herrmann, mais c'est pas loin, et c'est composé par le fils, Chabrol d'ailleurs. Enfin, le fils compositeur, parce que je crois qu'il a eu plusieurs enfants. Et puis il y a des scènes qui, de toute façon, alors c'est pas que ça renvoie à Hitchcock, c'est juste que ça renvoie à du grand cinéma. Et qu'il y a des moments où, au-delà de voir le personnage principal se parler à lui-même ou avoir son double un petit peu, c'est filmé de façon intéressante, où il croit voir des trucs derrière des portes, enfin, c'est la caméra qui s'esquive un peu comme cela. À un moment, il y a une scène qui est absolument folle, en fait, parce qu'elle résume la situation. Il va la suivre, hein, il la suit plusieurs fois et tout. À un moment, elle va faire du ski nautique, tout ça, donc elle va vivre son bonheur. Elle a besoin de vivre son bonheur loin de son mari aussi. Il y a peut-être une question qui devrait se poser de base. Hein. Il aurait peut-être dû déjà prendre conscience de certaines choses, mais bon, passons. Là, justement, le film montre des petites pistes comme cela. Lui, il la suit, mais en parallèle, avec ce travelling-là, dans une forêt, justement, hein, avec ces arbres-là, et on le voit voilà, perdu dans ce labyrinthe, complètement en train de divaguer et tout, en sueur, avec le visage décomposé. Et voilà, il y a ce parallèle-là, ces deux lignes qui ne peuvent pas se rejoindre de toute façon, et la distance se fait en même temps qu'il observe quelque chose qu'il croit voir, parce que de toute façon, après, il va limite fantasmer des trucs pour encore plus se faire mal, et il va faire son cinéma, en fait. Et c'est pour ça que là, on a presque... Oui, il y a une forme de cinéma dans le cinéma, et même que Chabrol, il s'en amuse, entre guillemets, avec ce personnage, un client de l'auberge, hein, qui est un cadreur amateur, qui va faire son petit film là, de vacances. Et à un moment, il y a une projection, comme ça, pour le fun. Ou pendant cette projection, lui, il va se faire son film, le personnage de François Cluzet, à part. D'ailleurs, on voit hein, que ce cadreur, il a le male gaze aussi, hein, de ce cinéaste masculin un peu de base. Est-ce que Chabrol convoque cela aussi? Est-ce qu'il se met lui-même, pas en porte-à-faux, mais est-ce qu'il se questionne lui-même ou il questionne un peu la profession? Je ne sais pas. C'est intéressant. Chabrol, voilà. Bon, là, il fait encore, évidemment, l'autopsie, si vous voulez, il ausculte la bourgeoisie, des gens qui ont réussi et tout, et qui, finalement, ne savent pas vraiment où est la véritable, on va dire, pulsation de la vie. Je vais dire ça comme ça. Et du coup, que ça dégénère. C'est clairement encore ça. Mais là, ouais, c'est intéressant de voir qu'il convoque ce cadreur-là. C'est pas un personnage hasardeux. Il y a un moment même où on est un peu du point de vue de ce personnage, mais vite fait, il parle de l'instant magique et tout. Ouais, voilà, l'instant magique. Au moment où il y a le soleil qui se lève ou qui se couche, là, on est plutôt dans le crépuscule enfin, de la réalité pour le personnage principal. C'est terrible. Mais bon, voilà, c'est assez violent. Alors évidemment, je ne vais pas le mettre au rang de chef-d'œuvre ultime parce que je le découvre un peu trop tard. De ce point de vue-là, justement, que moi je pense aujourd'hui, c'est plus important dans le cinéma, justement, de mettre en avant plutôt la souffrance des victimes et comment elles vont essayer de se battre et de se dépêtrer de cela. Mais ce film d'époque, là, montre aussi qu'il est nécessaire de souligner aussi ce mal, qui peut avoir des origines, bien sûr. Bon,
mais qui fait mal, tout simplement. Et c'est vrai que ce film ne laisse pas indifférent. Voilà. François Cluzet, c'est peut-être un de ses rôles les plus marquants, hein, aussi, parce que, voilà, Emmanuelle Béard, c'est pas vraiment le premier rôle, mais c'est vrai que rien que par la façon dont elle est utilisée, rayonnante et joyeuse, et finalement elle vit les choses, mais à un moment, on voit que... on se demande ce que vraiment Chabrol veut nous montrer à travers ce personnage. Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on a vraiment la vraie Nelly, hein, c'est son nom, parce que c'est que du point de vue d'un homme qui l'idéalise et qui la diabolise presque à la fois. C'est voilà, le côté schizophrène un peu. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Est-ce que c'est un de vos Claude Sauté préférés, hein, les deux que j'ai cités au début. Il y a La Cérémonie aussi que je verrai, hein, qui est sorti l'année d'après, si je dis pas de bêtises. Enfin, ouais, dans ces eaux-là. Lui, voilà, il faut que je le découvre, La Cérémonie. C'est important. Et puis voilà, à vous la parole, on en discute, et je lirai comme d'habitude vos commentaires avec grand plaisir. À la prochaine, ciao.